on commence. Bonsoir très chers auditeurs. Je suis Hervé Ngaté et bienvenue à cet épisode de ce podcast Ton histoire compte. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Clara, euh, une femme africaine qui est arrivée aux États-Unis il y a des années et qui a bien voulu partager avec toi, partager avec moi, partager avec nous l'histoire de son intégration aux États-Unis. Alors, bonsoir Clara. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous et à toutes. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Ah, je vais très bien, merci. Un bon samedi. Alors qui est Clara si les auditeurs vous rencontrent quelque part? Comment est-ce qu'ils feront pour vous reconnaître? Question intéressante parce que comme beaucoup d'entre nous, c'est une personne à multiples facettes. Bah, déjà, je suis camerounaise d'origine. Ah, Je vis à Silver Spring dans le Maryland. Et ça fait déjà une dizaine d'années et ça fait une vingtaine d'années que je suis déjà aux États-Unis. mhm. Donc, en bref, je suis une personne qui est passionnée par les arts et la culture et j'ai fondé une association qui fait la promotion des arts et cultures panafricains. Je suis une personne très curieuse dans la vie. J'aime discuter avec les gens, j'aime rencontrer les gens, j'aime savoir un peu ce qui se passe dans la tête des gens. Oui. Donc, c'est un peu ça, hein. Je ne sais pas, c'est un peu difficile de se décrire soi-même, C'est vrai, c'est vrai. Mais déjà, j'ai mais retenu réellement, c'est que ça. vous êtes camerounaise. Alors, comment vous avez digéré la défaite des Lions indomptables tout à l'heure face au Nigeria? Juste une petite parenthèse là. Si vous êtes fan Bon, du foot, quoi. comme toute Camerounaise, oui, j'ai des échos, mais pour dire franchement, moi, je ne m'attendais pas particulièrement à un match spectaculaire je ne Ah suis ah, pas particulièrement surprise, contrairement à d'autres qui m'ont dit non, il faut soutenir par patriotisme. n'est-ce pas? Mais il y a le patriotisme, mais par moment, il faut faire face à la réalité. Quand Ah les oui, choses ne sont pas bien, il faut le dire aussi. Donc, je ne oui. suis pas particulièrement étonnée et j'ai Ah même oui. pas suivi le match. Donc, j'espère que les auditeurs ne vont pas vous tirer dessus parce que c'est une question de donner son avis et son opinion. Donc, c'est pareil. Il y a certains qui sont déçus, certains qui sont patrons, mais l'essentiel, comme on dit, c'est de pouvoir apprendre des moments difficiles, de ces moments d'échec et rebondir, quoi, pour les échéances futures. Absolument. Oui, oui. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure que vous êtes en Amérique depuis 20 ans. Oh, ça fait long, ça. Alors, dites-nous un peu, Plutôt, oui. qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que 20 ans, on ne sait pas quel âge que vous avez, on n'a pas besoin de le savoir, mais ça fait beaucoup. Quelle est l'histoire de votre départ du Cameroun pour les États-Unis il y a 20 ans? Alors, l'histoire, ça commence à travers ma mère parce que déjà, de par ses activités, comment dire, le mot me vient en anglais, pardon, mais de par ses activités activistes dans la politique et tout, Oui, bref, à un moment, donc, il fallait prendre des décisions et elle a pris la décision de sortir du pays. oui. Et quelques années plus tard, ma sœur et moi, nous l'avons rejoint en Afrique de l'Ouest. Mhm. Et nous avons passé quelques années dans ce pays et c'est après ça que nous sommes arrivés aux États-Unis, à la côte ouest des États-Unis. Oui. Donc, Pour aider nos auditeurs, la côte ouest des États-Unis correspond géographiquement à quel État, quelle géographique, ville? géographiquement, on était dans l'Arizona. Ah, par exemple, Donc, parce que pas très loin de la Californie. C'est côté opposé à New York, si vous avez un peu en tête la carte des États-Unis. oui, oui, je vois New York. Nous y sommes allés il y a une ou 2 années. Alors, donc, si je comprends bien, vous arrivez aux États-Unis avec votre maman et votre sœur il y a une vingtaine d'années. Mhm. Ouais, c'est Alors, bien alors, ça. alors, comment se passent les débuts quand vous arrivez? Quelles sont les réalités auxquelles vous avez dû être confrontés et comment vous avez fait pour pouvoir les surmonter? Bon, déjà étant adolescente, moi j'avais pas fini l'école en Afrique. Mhm. Donc, il était question pour moi de retourner et de terminer ce qu'ils appellent high school ici, c'est le lycée, donc passer l'équivalent du bac Mhm. avant de commencer, comment dire, le college. Oui. Donc, j'ai opté pour plutôt passer un GED au lieu de faire la dernière année du lycée. Ce Mhm. que j'ai fait, puis j'ai commencé des cours dans ce qu'ils appellent un community college.
Oui, Donc, côté intégration, c'était un choc, bien évidemment, parce que les réalités sont différentes. C'est un pays anglo-saxon. oui, Mais je pense que il y avait une certaine flexibilité parce qu'étant jeune, on était un peu de découvrir, ah ben tiens, c'est un nouvel environnement oui. et qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Mais c'était pas facile parce qu'il fallait s'orienter, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, est-ce qu'il faut aller à l'école en premier, est-ce qu'il faut commencer à travailler en premier. Mhm. Mais on a eu à avoir des gens qui nous ont encadrés et qui un tout petit peu nous ont orientés. Et puis il y avait aussi les conseillers à l'école Oui. par rapport au choix de carrière, etc. Donc, Mhm. c'était pas facile. Du côté culturel, côté linguistique, c'était pas facile, mais ce n'est pas impossible. On s'est adapté Mhm. et aujourd'hui, on en rit. Donc, ça fait beaucoup de temps, mais en même temps, ça passe très vite. Oui, oui. Alors là, ils avaient mentionné un point très important. Est-ce qu'il faut choisir l'école? Est-ce qu'il faut travailler? Est-ce que vous avez une expérience particulière d'un choix pareil, d'un choix que vous avez dû faire? Parce que on sait que beaucoup d'Africains qui arrivent aux États-Unis, la plupart qui vont en Occident, font face à ce défi. Parfois, il faut non seulement travailler immédiatement pour payer les factures, ou alors on se dit il faut améliorer son éducation pour améliorer son insertion. Mais dans votre cas, je sais que vous êtes venu avec votre sœur et votre maman, mais est-ce que vous avez un cas particulier où où vous avez vraiment eu ce dilemme, l'école ou le travail, ou bien les deux, et puis comment vous avez fait le choix? Ben, on n'a pas vraiment eu à faire le choix parce qu'on a fait les deux. Il fallait Ah déjà oui, comme prendre beaucoup des cours. d'ailleurs. Oui, comme beaucoup, parce que la première des choses, c'était vraiment la compréhension de la langue. Parce que pour pouvoir ou travailler ou aller à l'école, il faut pouvoir comprendre ce qui se dit. Donc, Mhm. c'était déjà en premier, c'était de prendre des cours d'anglais. Oui, Donc, avoir un minimum, parce que bon, le minimum, on l'avait déjà, mais c'était une question de fluidité linguistique. Donc, il fallait déjà prendre des cours d'anglais. Mais mhm. après ça, il a fallu trouver du travail parce que, bien évidemment, on n'a pas de maison ici et il faut payer des factures. Oui. Donc, avec des compétences linguistiques très, très limitées, Mhm. il a fallu trouver du travail, ce qui se fait parce que les petits boulots, que ce soit nettoyer les avions, l'intérieur des avions, que ce soit, ça ne demande pas un doctorat en anglais, quoi. Donc, Effectivement, effectivement. donc C'est le c'est les travail petits à la boulots tâche et comme vous ça. êtes payé immédiatement. Ça, Voilà, et c'est ça un vous peu fait payer ça. les factures. Oui, mais parallèlement, toutes les trois, on travaillait et parallèlement, il fallait penser à l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Oui, Et quels sont les choix à faire? Comment dire? Quelles sont les filières oui. qu'on veut suivre? Mhm. Alors, vous avez mentionné que vous êtes passionné d'art et de culture. Est-ce que cela est rattaché au cursus que vous avez étudié ici Ah, ou alors c'est une passion parallèle en plus de ce que vous avez étudié? c'est complètement parallèle à ce que j'ai étudié. Oui. Et c'est complètement parallèle à ce que j'ai étudié parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait comme étude. Mhm. Alors, qu'est-ce qui vous a donc poussé à vous pousser dans les arts et la culture? Et comment avez-vous fait pour allier les deux? Parce qu'on sait que l'Amérique, on est très, très occupé. Comment avez-vous fait pour concilier votre parcours professionnel, c'est-à-dire académique professionnelle, et puis le côté de femme entrepreneuse dans le domaine de l'art et de la culture? Peut-être c'est quelque chose qui peut intéresser nos auditeurs qui sont déjà ici, qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, ou ceux qui sont en train de venir et qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir des opportunités pareilles ici. Non, je pense que tout est possible. C'est un pays qui, on le dit, c'est l'American Dream, le rêve américain, right? Oui, Mais c'est un pays qui offre beaucoup de possibilités, beaucoup d'ouverture, si on a aussi l'esprit ouvert. Parce que oui, si on reste renfermé sur soi-même et que, bon, on est un peu limité dans ce à quoi on a affaire, je trouve que il faut pas se limiter en fait. Bon, pour revenir à la question en elle-même, comment allier les deux? Il mhm, faut bien sûr avoir la passion oui, et comprendre que un boulot c'est bien, mhm, mais si c'est juste un boulot pour payer des factures, c'est bien, oui, mais est-ce que c'est ce qui nourrit notre esprit? Est-ce que c'est ce qui nourrit véritablement notre esprit? mhm, Est-ce que c'est ce
qui nous donne de la joie. Il faut trouver quelque chose qui nous procure une certaine joie, je pense, dans la vie. Même si on est dans une filière qui nous rapporte bien. Il y a des gens qui se font 100 000 et plus, 200 000, 500 000, mais est-ce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font? C'est ça la question. Effectivement. Donc moi, comment j'allie les deux? Je trouve le temps. Parce que je crois fermement qu'on trouve le temps pour les gens, les choses qui nous passionnent. Donc je trouve le temps, après le travail, de faire ce que j'ai à faire pour pousser ma passion, pour vraiment... Parce que ça me procure une certaine joie de faire ce que je fais. Donc c'est ça, il faut trouver le temps pour ce qu'on aime faire. Et justement, pour aider nos auditeurs, qu'est-ce que vous faites particulièrement dans votre entreprise d'art et de culture? Si quelqu'un vous écoutait parler et s'intéressait à vous joindre ou à participer à ce que vous faites, qu'est-ce que c'est exactement que vous faites dans les arts et la culture? Donc alors, il y a 3 ans maintenant, 2021, officiellement, j'ai créé une ONG, donc une association à but non lucratif. Ici, dans le Maryland, c'est une idée que je nourris depuis plusieurs années, mais je me suis finalement lancée. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est quoi? C'est pour utiliser les arts et la culture, les arts et les cultures des diasporas africaines pour créer un lien entre nous tous. Parce que, étant immigrée africaine moi-même, je me suis rendu compte qu'il y a un certain creux entre les cultures, les personnes qui viennent d'Afrique, ceux des Caraïbes et les Nord-Américains qui sont ici. On est tous là, on a la même couleur, on se ressemble plus ou moins, mais on ne se connaît pas vraiment. Effectivement. Donc moi, étant passionnée des arts et cultures, je veux utiliser les arts et la culture comme une passerelle. Une passerelle pour créer un dialogue, pour qu'on s'apprenne à se connaître les uns les autres, parce que nous faisons tous partie des diasporas noires. Nous avons les mêmes racines, nous avons les mêmes souches. Et c'est important pour nous de comprendre un peu l'expérience, par exemple, pour nous qui vivons ici aux États-Unis, de comprendre un peu l'expérience noire ici, parce que qu'on le veuille ou pas, ça nous affecte aussi aujourd'hui. C'est très vrai. C'est un peu ça. Je me rappelle quand nous sommes arrivés ici, j'avais l'habitude d'entendre que quand on nous regarde tous, quand on voit quelqu'un à la peau noire, on ne sait pas qui parle anglais ou français, on ne sait même pas qui est afro-américain. Et il y avait souvent cette tendance à vouloir comparer, par exemple, le noir venant d'Afrique et le noir qui est afro-américain. Et puis, on s'est retrouvé parfois à se dire, mais on a une histoire commune quand même. À quoi ressemblerait la vie si on arrivait à échanger de manière conviviale et constructive, au lieu de se regarder parfois en termes de comment on est arrivé en Amérique et autres, quoi. Alors, j'aimerais comme ça vous demander, est-ce que vous pouvez donner un exemple de projet qui a réussi, qui a marché, que vous avez beaucoup aimé et dont vous pensez tout le temps comme un succès, un success story par rapport à votre projet d'art et de culture? Alors, un success story, c'est le fait que je tienne déjà la route, parce que c'est une aventure qui a commencé avec moi et moi. Et le fait de pouvoir déjà parler avec d'autres personnes qui comprennent un tout petit peu la vision, pour moi, c'est une success story. Parce que la vérité est que nous autres qui venons ici, comme je l'ai dit précédemment, nous profitons de la lutte que les Afro-Américains ont dû à faire pour que nous ayons accès à un logement, un travail. On peut changer de travail comme on change de vêtements. Donc, avoir une certaine liberté ici, c'est le travail. On en profite, mais c'est en fait le travail des Afro-Américains qui a été fait dans les années 60, etc. Donc, ça, je considère ça, le fait d'avoir des dialogues avec, que ce soit des Africains, que ce soit des Afro-Américains ou des Afro-Caraïbéens, je considère déjà ça comme un succès. Effectivement. Mais donc, parallèlement à ça, il y a une série de films, des projections de films grand public que nous avons fait depuis 2020. Donc, nous, ce que nous faisons, parce que 2020 étant les années Corona, maintenant il y a avant Corona et après Corona. Dans les années Corona, on a commencé en 2020. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des projections virtuelles de films typiquement afro, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Amérique, peu importe, mais des films qui ont pour personnages des personnes noires qui sont centrées sur leur vie, principalement des documentaires.
Tous sont des documentaires. Donc, l'idée, c'était de créer une communauté tout autour de ce film et d'avoir des conversations avec ces gens. Parce que dans chaque documentaire, bien évidemment, il y a des thèmes qui sont soulevés. Donc, il était important de créer des conversations autour des thèmes de chaque film. Je me souviens, par exemple, le tout premier film que nous avons projeté, c'était chez Jolie Coiffure, qui est le film de la Camerounaise Rosine Bakam, et qui parle de l'immigration en Belgique. Oui. Et ça parle d'un petit salon de coiffure, si joli d'ailleurs. Oui. Et de la réalité, ça se passe dans un salon de coiffure, tout simplement, mais ça raconte l'histoire poignante de comment les gens sont arrivés en Belgique, leur challenge de tous les jours. Donc, c'est un peu ça, ouvrir les horizons nouveaux à toutes ces personnes qui se retrouvent là à regarder ce film. Et ça, pour moi, c'est un success story. Et on continue d'ailleurs, donc ça va bientôt faire 4 ans. Ça fait 4 ans parce qu'on est en 2024. Et en parlant de salon de coiffure, nous avons un podcast avec une consoeur également, Safieta, qui est aussi arrivée avec son salon de coiffure entreprenante. Elle fait jusqu'à $750 par jour. Ça, c'est impressionnant. Voilà. Alors, c'est juste pour dire que les salons de coiffure aux États-Unis ont toute une histoire spéciale et particulière sur lesquelles nous allons revenir. Alors, comme ça, pour chuter... Oui. Un instant, Eva, excuse-moi. Pour revenir un peu en arrière aussi, donc, quand la question de savoir comment est-ce que quelqu'un peut se lancer, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est un pays, il est différent des pays d'où on vient et tout, mais il faut avoir, encore une fois, de la passion pour ce qu'on veut faire. Ce n'est pas impossible. Très important. Il faut être passionné. C'est très important. Très passionné, être passionné. Oui, être passionné, avoir une vision claire de ce qu'on veut faire et où on veut aller. Et moi, je dirais aux personnes, toute personne qui veut se lancer, il faut commencer. Ça n'a pas à être parfait parce que ça fait 3 ans qu'on existe, mais croyez-moi, c'est au jour le jour. J'apprends tous les jours. On apprend tous les jours. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, il faut simplement se lancer parce qu'on ne peut pas nager sans se lancer dans l'eau. D'accord. C'est des conseils très, très, très importants à valoriser, surtout pour une femme francophone aux États-Unis qui est arrivée et allée à l'école, a trouvé un travail, a commencé une entreprise et est en train d'avancer. Juste comme ça pour chuter, si vous aviez un conseil à donner à un frère, une sœur qui est en Afrique et qui pense à venir aux États-Unis, à refaire sa vie aux États-Unis ou continuer sa vie aux États-Unis pour quelque raison que ce soit, quels sont les 2 ou 3 conseils que vous leur donneriez après 20 ans aux États-Unis? 20 ans, on ne sait pas tout, hein, parce que la vie, elle est fluide, on apprend tous les jours. Un conseil que essayez de faire des recherches. On a tous des téléphones, que ce soit en Afrique, peu importe où on est, on a tous des téléphones. Faire autant de recherches que possible. Et pour certains, ceux qui ont de la famille ici ou bien des amis ici, tant mieux, parce que nous, on n'avait pas ça. On s'est fait des amis et des connaissances ici. Donc, si vous avez des amis ici, tant mieux. Entrez en contact avec ces gens. Et s'ils sont à même de vous aider, tant mieux. Donc, ne reste une autre chose, à part faire les recherches. Donc, ça, c'est venir avant de venir. Quand vous êtes ici, n'hésitez pas à sortir un peu du cocoon des communautés. Des communautés africaines. Il faut sortir un peu de la réunion des ressortissants de telle région et autres, n'est-ce pas? Les anciens du quartier Aquaber, Oui. Non, je le dis, mais je le dis sérieusement parce que généralement, je veux bien, on apprend des gens avec qui on est. Mais si on essaie de sortir un tout petit peu et de se connecter à la grande communauté, c'est-à-dire aller vers, que ce soit les Afro-Américains, que ce soit, disons-le, les Blancs, sortir un peu du cocon. Même les Asiatiques, hein? Il y a les Asiatiques qui sont là, tous les autres. La communauté générale, en fait, disons ça comme ça. Mais pas rester cloisonné dans la communauté juste. Et troisième chose... Oh, pardon. Oui, allez-y. C'est très, très important ce que vous dites. La troisième chose, c'est d'être curieux. Il faut être curieux. Parce que c'est peut-être il faut changer
que ce soit la curiosité soit la deuxième, mais être curieux suffisamment pour aller un peu voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que vous ne pouvez pas découvrir d'autres choses? En découvrant d'autres choses, ça va vous permettre d'ouvrir d'autres horizons et de vous ouvrir à d'autres expériences Effectivement. et de rencontrer d'autres personnes. Donc, je pense que ce sont les trois choses qui me viennent à l'esprit que moi, je dirais à quelqu'un qui veut venir ici. Merci beaucoup, Clara, pour votre précieux temps. C'est vraiment capital ce que vous avez dit. On retient que réussir en Amérique, c'est une question de courage. Il faut se lancer, mais surtout, il faut être ouvert à rencontrer d'autres personnes, à sortir du cocon de sa petite communauté, à aller vers les autres pour apprendre, et on apprend tous les jours. Moi-même qui suis là, je suis à peine 8 ans, on apprend tous les jours. Merci beaucoup pour votre précieux temps. Je rappelle à nos auditeurs que le podcast, c'est Ton histoire compte. Cela signifie que si, après avoir écouté l'histoire de Clara, vous aimeriez faire connaître comment vous avez traversé votre intégration aux États-Unis et vous pensez que votre expérience peut informer, éduquer ou même servir de référence pour d'autres Africains ici. Et pourquoi pas des personnes hors de notre communauté qui aimeraient connaître qui nous sommes. Hein, Clara, certains nous regardent et ils pensent qu'on est venu des arbres de l'Afrique pour se retrouver en Amérique. Vous voyez, ils ont besoin de comprendre même qui nous sommes. Donc, n'hésitez pas à me contacter et à exprimer votre désir de participer. Et autant qu'on fera, on étendra l'opportunité à d'autres personnes de partager leur expérience. Merci encore beaucoup, Clara, et très bon week-end à vous. Merci infiniment pour l'opportunité. J'espère que mes quelques mots seront... seront précieux, suffisamment précieux pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Certainement. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont juste contents de découvrir le narratif de ce que nous vivons et traversons ici. Et notre objectif, c'est de pouvoir pérenniser ceci aussi longtemps que possible. C'est pourquoi, même après avoir écouté le podcast, quelqu'un peut nous recommander une personne, y compris vous, Clara. Vous pouvez recommander une personne qui aimerait vraiment faire connaître son histoire. Et je pense qu'on changera plusieurs vies avec cela. Sinon, très bonne soirée à vous et à la prochaine, j'espère. Merci, très bon week-end aussi. Ciao. Ok, bye bye.